Bien, merci beaucoup, Jean-François. Jean-François a parlé de passion républicaine, passion laïque pour nous. Le dernier ouvrage de maître Richard Malka, c'est Passion antisémite. C'est vrai qu'on a l'impression que le temps a changé, et le temps de cet antisémitisme qui avait besoin de l'obscurité, du brouillard de la guerre, aurait dit Clausewitz, du brouillard des moments et des temps pour exister, s'est débarrassé du brouillard et de toute vergogne et revendique quelque chose de très militant, avec l'antisionisme en particulier. Mais et c'est vrai que c'est important. Aujourd'hui, nous sommes au début du Yom HaZikaron, qui est le jour où Israël commémore les militaires et les civils tombés pour la défense du pays, mais également les victimes de terrorisme. Et de ce point de vue, par exemple, chaque année, j'allais, si je n'étais pas ici, j'aurais été à l'ambassade d'Israël, où on rappelle les victimes à la fois de, du 19 mars 2012 à Toulouse, c'est-à-dire Jonathan, Gabriel Harry Sandler et Mira Monsonego. On rappelle aussi les victimes de Charlie, on rappelle les victimes, les policiers, on rappelle les victimes de l'hypercachère, Michel François Saada, Yoav Attab, Johan Cohen et Philippe Braham. Et on rappelle toutes celles et tous ceux qui payent de leur prix cette seule volonté de pouvoir vivre sereinement. Et donc, parler de passion antisémite, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière très violent. Et sans vouloir vous obliger à redévelopper toute votre théorie, on sent que présente en France des symptômes assez graves de cette passion antisémite, légitimée par des gens avec des écharpes, il faut le dire, et qui d'ailleurs ne vous laissent rien passer, mais comme vous ne leur laissez rien passer non plus, ils vont perdre, parce que vous avez le talent en plus. On a le sentiment que le combat que nous menons, j'ose m'associer à ce combat, parce qu'on le mène d'une certaine manière différemment, mais on le mène de manière conjointe, n'est pas qu'un combat pour défendre le judaïsme, c'est vraiment un combat pour défendre la République. Moi, j'ai toujours été touché dans les deux plaidoiries que j'ai pu lire, à la fois au moment de Charlie et ici, de cette façon d'arriver toujours à quelque chose d'universel dans la République, c'est-à-dire de profondément juif. Alors j'aimais la présentation de Jean-François qui disait deux passionnés de la République et de la laïcité, l'un avec une kippa, l'autre sans kippa. Je tiens à te rassurer, Maître Richard Malka a déjà mis une kippa pour venir déjeuner avec moi. C'était vraiment très fair-play. Mais c'est une façon aussi de dire que, et c'est en ça que c'est déjà une défaite pour moi, qu'est-ce qui laisse penser que si on met une kippa ou une croix ou ce qu'on veut, quelque chose de religieux, on ne peut pas être laïque. La laïcité, c'est pas l'athéisme. La laïcité, c'est justement cette liberté de porter ce qu'on veut comme engagement sans qu'on se trouve être moins français en portant cet engagement. Ou dit autrement, c'est pas pensable que dans une république laïque, on pense, quelqu'un pense qu'en étant juif, on est moins français qu'un bon catholique apostolique romain. Ça n'existe pas. C'est impossible. Et c'est cette conviction que j'aimerais que vous nous portiez parce que Georgie Ancel, qui est le gendre de Lévinas, interprète un passage du Talmud de manière extraordinaire. Et je vais vous lancer là-dessus. Et là, vous allez vous dire pourquoi je n'ai pas révisé le Talmud avant de venir. Georgie Ancel dit, à propos d'un texte qui dit, en dehors d'Israël, un juif doit dommer l'émi chez Enlo Eloa. Ressemble, si on traduit mot à mot, ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Et Georgie Ancel explique ça de manière lumineuse en disant non, c'est ressemble au sens doit aller chercher à se mettre proche de celui qui ne revendique pas son Dieu comme seule appartenance. Autrement dit, il doit faire en sorte de vivre dans un milieu laïque où on ne met pas en avant, en première chose, la religion. Qu'en fait, quand vous avez y compris des titres un peu violents envers mon patron, je veux dire à propos de Dieu, mais qui m'amuse, est-ce que vous ne faites pas, au fond, que défendre
cet universalisme de la laïcité à la française? Voilà, une question un peu longue, mais qui dit beaucoup en ce temps particulier du Yom HaZikaron. Alors, je suis très honoré qu'un rabbin me pose une question. Normalement, ça va dans le sens inverse. Mais, non, mais bonjour à tous d'abord. Je suis très heureux d'être là. Je suis très ému de vous voir si nombreux. Et puis, je suis très touché de ce débat avec Raïm, puisqu'on se connaît depuis longtemps maintenant, qu'il a connu mon frère avant de me connaître moi, d'ailleurs. Il faut que j'arrête de te tutoyer pour faire semblant, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Non, Je vais pas y arriver. Comme tu veux. Mais non, mais moi aussi, en sens inverse, en fait, je suis toujours très, très touché par les représentants des trois religions monothéistes, avec lesquels, en réalité, j'ai énormément de contacts, et qui sont les représentants de la laïcité à la française, qui en sont imbibés, et je parle aussi des protestants, et qui en sont les porte-parole. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, après la publication du droit d'emmerder Dieu et après la publication de l'ouvrage un autre ouvrage qui s'appelle Après Dieu dans la collection Une nuit au musée, où j'avais passé une nuit au Panthéon et où je me demandais mais qu'est-ce qui pourrait venir après la religion. À chaque fois, je reçois des très gentilles lettres de la conférence des évêques de France pour me dire mais allez-y, on est derrière vous, c'est très bien, continuez. Et je trouve ça absolument formidable, de la même manière que j'ai en tête. Moi, j'écris pas, mais j'appelle. Mais absolument. Voilà. Et puis tu fais des déclarations publiques, et en particulier, je les ai toujours en tête, des déclarations d'après le massacre de Charlie Hebdo sur le droit aux caricatures, sur le fait que, on est dans un pays laïque, et que dans un pays laïque, il y a y compris le droit de blasphémer, ce qui n'est pas évident pour un grand rabbin de dire cela. Et j'ai aussi j'ai eu les mêmes discussions, en fait. Je ne vais pas trahir de secret parce que je l'ai déjà dit, mais avec moi, c'est toujours mon ami et j'ai de l'affection pour lui, avec Chemseddine, le recteur de la mosquée de Paris, contre lequel j'ai plaidé sur l'affaire des caricatures, mais qui, après l'attentat et au moment du procès, a fait une très belle déclaration en disant que, bon, pour finir, ça leur plaisait pas forcément, ça les choquait, et ça, je peux le comprendre, mais qu'on était dans un pays laïque, et que dans un pays laïque, on avait le droit de dire tout ce qu'on voulait sur la religion. Donc, il a été finalement acquis à cela. Et je trouve que ce dialogue entre des laïcs, et effectivement, il ne faut pas confondre laïcité et athéisme. On peut être tout à fait croyant et laïque. Donc, entre le monde laïque et le monde religieux, il n'y a pas beaucoup de pays, en fait, où c'est la beauté de la laïcité à la française. C'est la beauté de ce qui se passe dans les synagogues depuis Napoléon, avec la prière pour la République. Non, avant. Napoléon l'a reformulé sous la forme quasiment actuelle, puisque je n'y ai ajouté qu'un passage pour les militaires après Ousbine, mais on avait déjà eu une prière sous Louis XIV. Similaire. C'est marrant. Voilà. Celui qui révoque l'édit de Nantes avait une prière pour lui que les Juifs restaient dans les synagogues, parce que ça existe depuis le prophète Jérémie qui dit « Itpalela bishlouma shel malchut » « Priez pour la paix dans le royaume, car de sa paix dépend votre paix. » Au fond, c'est très ancien cette idée. Mais c'est vrai que, par exemple, tu parlais des musulmans, Chemseddine Hafiz, enfin c'est son prédécesseur, Dalil Boumaker, qui s'était inspiré de la prière pour la République, prière juive, pour en écrire une dans les mosquées. Et Chemseddine Hafiz l'a reprise là, s'inspirant de la mienne, pour la diffuser dans les mosquées. Je trouve très très bien. Et il y a exactement, comme tu le disais pour la religion juive, quand on est à l'extérieur d'Israël, on doit ressembler aux autres. Il y a exactement la même chose dans le Coran, en fait. Quand on est en dehors de la Oumma, d'un pays musulman, on doit adopter les lois du pays dans lequel on est. Alors, le problème, c'est que dans le Coran, il y a tout et le contraire de tout. Non, mais ça, Dina de Malchut Dina, la loi de l'État à force de loi, ce que les rabbins du Grand Sanhédrin vont répondre à Napoléon, ça c'est essentiel. Ce que dit Georgie Ancel, c'est que s'approchant de quelqu'un de laïque,
on sera toujours protégé dans notre liberté religieuse. Et aujourd'hui, l'un des enjeux de tes livres, c'est en fait, pardon, pas tellement pour nous Français, c'est pour l'étranger, pour les convaincre que, bon, même s'il y a encore des gens à convaincre en France, mais en tout cas, moi, je vois le combat que je mène au niveau européen et au niveau mondial pour expliquer à beaucoup dans le monde que la laïcité n'est pas contre les religions, mais qu'elle garantit la liberté de pratique religieuse et donc qu'elle protège la religion. Il faut leur expliquer. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Alors, j'étais un peu inquiet parce que je me disais, mais il n'y a personne pour nous interroger. Mais en fait, on a besoin de personne tous les deux. On peut continuer comme ça. On a besoin de personne en Harley Davidson. Voilà. Et effectivement, c'est ce que je me tue à expliquer. En fait, la laïcité, c'est issu des guerres de religion. C'est issu de la Saint-Barthélemy. 3000 morts à Paris en une nuit. La Seine était rouge de sang. 30 000 morts en une nuit dans la France entière. Est-ce que tu sais que ce sont les massacres. deux crimes d'État? Et devant, au bout de la rue de Rivoli, enfin devant le rentrée du Louvre, en fait, devant le Louvre, il y a deux petits jardins. Et il y a un petit jardin consacré aux enfants juifs déportés et un deuxième aux victimes de la Saint-Barthélemy. Ce sont les deux crimes d'État de la France. Et c'est vrai qu'on a du mal à absorber et l'un et l'autre. Quand on pense qu'il a fallu 50 ans pour reconnaître, enfin, le discours de Chirac, ce jour-là, la France commettait l'irréparable, il a fallu 444 ans pour mettre une plaque, et encore sous le Pont Neuf, à la mémoire des victimes de la Saint-Barthélemy, qui était jetée dans la Seine à cet endroit à 444 ans. Et ça a été un traumatisme qui est dans la mémoire collective de ce pays. Et en fait, la seule solution que l'on a trouvée pour mettre un terme à ces guerres de religion, c'est la laïcité. C'est de dire, c'est Victor Hugo, c'est l'État chez lui, l'Église chez elle. C'est très bien, ayez tous la religion que vous voulez, mais c'est en dehors de la sphère publique. Et c'est la seule manière, en fait, pour vivre ensemble. Laïcité, ça veut dire possibilité de vivre ensemble, sans que chacun vienne avec sa loi. Parce que si chacun vient avec sa loi, forcément, je me confronte à l'autre qui a une loi différente. Déjà, dans le judaïsme, on n'est pas d'accord. Nous on est très fort. Voilà. Déjà, on n'est pas d'accord dans le judaïsme. Donc, la seule solution, c'est de dire non, il y a la loi de la République pour tous. Après, chacun a ses croyances, chacun a sa foi, et ça ne doit pas empiéter, et il ne doit pas y avoir de prosélytisme. Alors, c'est vrai que le prosélytisme, ça, c'est pas très juif. Pour le coup, c'est vraiment pas. Mais c'est la seule solution pour qu'il n'y ait pas de volonté de. Alors, c'est ça qui est passionnant dans tes livres. C'est comment nos ennemis, quand j'ai nos ennemis, c'est les ennemis collectifs de la société française, nos ennemis utilisent toutes les facilités de liberté qu'on offre pour venir tacler, déchirer, piétiner ce principe même de laïcité et de liberté. Voilà. Parce que c'est un concept, c'est compliqué. Quand tu vas demander à des gamins de 15 ans, est-ce que vous êtes pour la laïcité ou contre? Bon, on m'aurait demandé à 15 ans, c'est pas de leur âge en fait. C'est très conceptuel. En fait, pour eux, la laïcité, ça veut dire ah ben mes copines, elles n'ont pas le droit de porter le voile. En fait, c'est ça. Donc alors que c'est une loi de liberté. En fait, laïcité, ça veut dire liberté. Ça veut dire liberté pour chacun. Ça veut dire liberté face au dogme. Et bien, c'est interprété comme une loi de répression de l'islam. Et c'est ça le grand malentendu. Et en fait, ça ne porte que sur le voile. Là où je vais revenir sur le voile. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des sondages qui ont été faits dans des gosses de 15 ans. Et là, en général, l'opinion est très largement négative à l'égard de la laïcité. Mais on a refait des sondages 10-15 ans plus tard. Tu veux un bonbon? Sur les mêmes. Tu veux un bonbon? Tu n'es pas obligé de faire une bénédiction si je t'en donne un. Tu veux un? Et en fait, là, l'opinion, je veux dire, l'opinion change. Et une fois que l'âge... À quel âge ça se passe, la bascule? À 25, 30 ans, et ben, les gens sont gagnés par la laïcité parce qu'ils comprennent qu'en fait, c'est une loi pour vivre ensemble, que c'est une loi qui permet... parce qu'ils comprennent aussi que le voile, c'est plus complexe. Le malentendu, c'est que... c'est vrai que c'est contre-intuitif. Parce qu'eux disent, mais pourquoi elles ne sont pas libres de porter le voile? Et ce n'est pas facile. Nous, la laïcité interdit de porter le voile à l'école.
Donc c'est compliqué de venir dire Non, pardon. que c'est une loi de C'est liberté. pas pour la laïcité. Le voile à l'école, c'est la loi de 2004, mars Oui. 2004. C'est C'était issu parce de- que c'était l'école, et attention, pas toute l'école, l'école publique et primaire et secondaire, pas le niveau Bien universitaire. sûr. L'école est un lieu neutre. C'est pas de la laïcité, Non. c'est neutre. Oui, mais la Bon. neutralité, c'est une... Non, mais c'est important, c'est que la laïcité, Bien c'est un sûr. principe de liberté. Pourquoi je dis ça? Parce que certains partis voudraient interdire sous prétexte de laïcité les signes religieux dans l'espace public. C'est comme ça Ils veulent qu'ils le interdire en considèrent. réalité le voile, mais je les vois mal faire une loi en disant le voile non, mais la kippa oui. Donc, Sûr que non. en fait, ça arrivera. Imaginons par malheur que ça arrive, Bien sûr, on sera aussi impacté, ce que les gens ne voient pas. évidemment. Sauf que c'est pris comme ça. C'est entendu comme ça. Or, je me tue Mais alors... les méchants, ils ne sont pas dans l'erreur. Les méchants que tu décris dans tes Évidemment. livres, à qui tu Mais- réponds, Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut ils faire ne de sont la pas dans ce pédagogie. storytelling. Non. Mais Eux, faut- ils utilisent notre Oui, faiblesse. mais il faut expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi? Parce que ça se focalise, ça se cristallise sur la question du voile, puisque c'est à l'école, c'est ça, ça a été ça le symbole. Et puis c'est toujours l'argument politique qui est mis en avant et instrumentalisé. Et ce que je me tue à leur dire, c'est que j'ai bien conscience que ma grand-mère portait le voile. Donc voilà. Portez pas le voile. Qu'est-ce que tu racontes? Porter le foulard. foulard. Voilà. C'est pas le voile. Non, un foulard. Enfin, tu vas pas comparer. Bien sûr. Ma grand-mère, si tu veux. Ou bon, alors on découvre des je trucs. suis pas. Non. ma C'est grand-mère pas portait- Victor Malka, c'est Ibn Victor Malka. Je sais pas. Donc on peut porter le voile par tradition ou le foulard. On peut porter le voile parce que on est pieuse. On peut porter le voile et être complètement républicain. Et on peut même porter le voile, et c'est ce que je raconte dans mon livre Cette nuit au musée, en étant complètement laïque. C'est bizarre, mais j'ai eu quelqu'un qui est venu en dédicace me demander, une jeune fille me demander, rougissante, de lui dédicacer le droit d'emmerder Dieu. Alors, je veux dire, je ne comprenais pas. Et j'en ai une autre, voilée aussi, qui est venue me dire, mais continuez, c'est bien, faut mettre sur la tête des islamistes. Donc c'est très complexe, je le sais. Il y a autant de motivation à porter. Et puis il y en a qui portent le voile pour être tranquille, tout simplement. Voilà. Donc ça, il peut y avoir des motivations multiples, mais le voile a une signification autonome par rapport aux motivations de celles qui le portent. Le voile, c'est, quelle que soit la motivation de celles qui le portent, un étendard politique. Ça a une signification qui est clairement antiféministe. La femme doit cacher sa féminité. Ce n'est pas les hommes qui portent le voile. C'est partout dans le monde une arme instrumentalisée. Ça a un sens politique, autonome, quelles que soient les motivations. Et le sens du voile, c'est un sens qui est liberticide pour la femme et puis pour la société en général. C'est un signe de soumission à la religion. C'est un signe qui dit à l'autre, si tu ne te voiles pas, alors tu es un objet de concupiscence et tu n'es pas une bonne musulmane. Ça a cette signification-là. Et donc la laïcité, d'abord à l'école, la neutralité, mais bon, là, c'est l'un et la conséquence de l'autre. L'école publique, puisque ça ne concerne que l'école publique, tu as très bien fait de le rappeler, on a tout à fait le droit de porter le voile dans les écoles musulmanes, comme on a le droit de porter la kippa dans les écoles juives. L'école publique s'est fondée sur, précisément, l'épanouissement, l'émancipation par rapport aux religions qui, pendant des siècles, ont écrasé en France la connaissance, le savoir, la liberté. Et donc, vous ne pouvez pas demander à l'école publique de renoncer à ce qui est son fondement. Et donc, à l'école publique, c'est une loi qui permet, en fait, la liberté de choix à 18 ans. Et là, les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'un pays, non, il y en avait deux, qui ont interdit le voile à l'université. C'est la Turquie d'Atatürk et c'est la Tunisie. Mais jamais en France. Quand on est majeur, on s'habille comme on veut. On peut regretter, ne pas regretter, mais on s'habille comme on veut. Et moi, je n'ai jamais été pour l'interdiction du voile dans la rue, et ni même à l'université. La question très intéressante, voilà. Le voile en Tunisie était interdit. Les grands-mères de celles qui mettent maintenant un voile intégral ne portaient pas ce voile intégral. Donc on voit bien que le voile est sorti de la sphère religieuse. Ce voile-là,
je ne dis pas pour tout le monde, ce voile-là est sorti de la sphère religieuse pour entrer dans la sphère politique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est même pas une tradition religieuse. Ça devient un marqueur même pas d'engagement politique, de rejet de la société qui est la nôtre. Alors, outre même le fait que les plus grands islamologues débattent encore de savoir si dans le Coran, il existe cette prescription. Bravo, parce que le recteur de la mosquée de Paris a dit clairement qu'il n'y avait pas. Ah bah moi j'ai lu le Coran du début à la fin. Non, c'est une interprétation. Mais il n'y a rien de clair dans le Coran sur le fait que la femme doit se voiler. Alors même que Mahomet était marié à une personne bien plus âgée que lui, qui était commerçante et qui le finançait. Et dans les premiers temps de l'islam, il y avait des mosquées au nom de femmes. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait dire on peut tout à fait être une bonne musulmane et ne pas porter le voile. Effectivement, c'est politique. Alors moi j'ai la faiblesse de penser, mais c'est un travail long cours que j'ai mené avec Galeb Bencher d'ailleurs, avec le Mohamed Alissa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, pour engager l'islam mondial dans ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire le retour à l'interprétation des textes, qui est vital pour eux. Il en a convenu. Et on a fait un symposium énorme à Paris, énorme, où il y avait toutes les tendances de l'islam, toutes, et de tous les pays du monde, le recteur d'Al-Azhar, par exemple, en Égypte, qui est vraiment l'une des grandes sommités, mais d'autres partout dans le monde. Et l'idée de réouvrir cette porte de l'interprétation, c'est-à-dire en gros de faire ce que nous faisons nous dans le judaïsme avec la halakha qui est évolutive et qui s'adapte au nouveau contexte, c'est quelque chose pour lequel nous, la France, grâce à la laïcité, on peut aider l'islam. Moi, je pense que cette plaidoirie que tu poses comme une réflexion, non pas simplement pour contrer des gens qui veulent défaire la République, mais pour proposer un chemin d'émancipation et d'ouverture, on doit pouvoir le proposer et les aider. Comme je pense qu'on peut aider Israël à mieux vivre cette diversité à l'intérieur du judaïsme. Alors ça, c'est tout à fait passionnant. C'était l'objet de ma plaidoirie d'appel dans le procès Charlie Hebdo. J'avais traité de la liberté d'expression et du droit au blasphème sous l'angle du Coran. Et donc, je m'étais vraiment planché dedans. Et effectivement, et là, tu évoques la source de la problématique actuelle, l'ijtihad, c'est-à-dire la fermeture des portes du savoir que l'on a décrété au Xe siècle dans l'islam. Pourquoi ? Parce que on en était arrivé à peu près 1 million de hadiths. Donc, à un moment, ça allait dans tous les sens. Ils se sont dit, ah, là, ça, c'est plus possible, il faut arrêter tout. On fige. Et puis, il y avait des Corans qui allaient dans tous les sens. Donc, à un moment, c'était plus possible. Il fallait figer la religion musulmane dans une version, un Coran et un nombre de hadiths. Alors, en réalité, personne n'est d'accord sur quels sont les bons et les mauvais hadiths. Et selon les fractions de l'islam, on ne reconnaît pas les mêmes. Et même, il y a les coranistes qui n'en reconnaissent aucun. C'est complexe. Mais en tout cas, à partir du Xe siècle, et là, c'était la fin du commentaire, en fait, de la réflexion. Et on reste avec un texte figé au Xe siècle. Si les Juifs avaient fait pareil, on aurait exactement le même problème. Il y en a qui l'ont fait, ils ont disparu. Les Karaïtes, les Sadducéens, tous ceux qui sont enfermés dans une lecture exclusive de la loi écrite ont disparu parce que la loi écrite, elle est par nature datée et donc elle ne peut plus fonctionner avec le monde tel qu'il est. Il a fallu la loi orale, bien sûr, ou la jurisprudence, disons ça comme ça, pour acclimater le texte divin de la Torah à la vie contemporaine. Alors, je parle sous le contrôle du rabbin qui va me dire si on m'a raconté des bêtises, mais j'ai eu un entretien un jour avec un rabbin qui précisément m'a dit, mais un autre rabbin, c'est un autre rabbin que toi, je le connais. Il m'a dit, fait beaucoup de peine. Précisément, le génie du judaïsme, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les 10 commandements. Il y a tous les commandements qui ont été donnés par Dieu sur le mont Sinaï, mais oraux. Et c'est ça qui est génial. Parce que des commandements oraux dont on a l'interdiction de poser par écrit, bah forcément, de génération en génération, ça change, on les adapte, on les modifie. Et donc, c'est une manière de rester connecté à l'évolution des sociétés, des mœurs, de la science, parce que on a fait des tests.
Si je reçois un commandement et que je le transmets à la personne d'après qui va le transmettre, en fait, au bout de 3 générations, ça n'a plus rien à voir. La mémoire est telle, l'interprétation est telle. Et pour revenir à l'islam, et donc cette souplesse-là, elle est indispensable aux religions. Sinon, C'est la ça devient des laïcité qui dogmes. de mon point de vue, Et c'est la pour laïcité qui permet ça. C'est pour ça que la France, aussi, regarde, par exemple, la France, grâce à la laïcité, ou malgré la laïcité, mais plutôt grâce à la laïcité, en 1924, va construire une mosquée, la mosquée de Paris, pour remercier les soldats musulmans de s'être engagés pour la défense de la patrie. et on l'a construit au cœur de la cité. Au cœur de Paris. Mais donc on voit bien que la laïcité permet aussi des Bien choses. sûr. À un moment donné, on dirait en hébreu, l'urgence du Mais moment. c'est pas, la laïcité n'est pas quelque chose qui est contre les religions. Pas du tout. Je le sais. Oui, c'est un outil de régulation. Quand j'allume les bougies à l'Élysée, que ça énerve tout le monde. Mais à part ça, ça va. Et alors, je finis quand même sur l'islam pour rebondir sur ce que tu as dit. Au XXe siècle, au tout début du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle un nahda. Et c'est en France que ça se passe. Et il y a des intellectuels, des islamologues, des musulmans qui se réunissent pour dire bon, il faut moderniser l'islam. C'est ce qu'essaie de faire Shemseddine. Et c'est ce que beaucoup ont essayé de faire partout dans le monde, du Soudan avec Mohamed Mahmoud Taha, partout. Le problème, c'est que rien n'a jamais marché. Rien n'a jamais fonctionné. Parce que, à un moment, alors oui, voilà. Et Moi, je peux te donner une réponse. En général, ils ont fini pendus. Oui. Pourquoi? Parce que, à un moment, le politique va essayer de faire sien ce mouvement. Il va se l'accaparer. Regarde, tu parlais du Soudan, mais par exemple, on a au Soudan des gens. Regarde, la volonté de transformation au départ de Hassan el-Banna en Égypte, c'est ce que ça donne. On a partout dans le monde musulman des transformations qui sont récupérées par un mouvement politique, y compris la laïcité en Turquie. On part d'un pays très laïque qui est maintenant le cœur des frères musulmans. Donc, comment l'évolution se fait? Par prise de pouvoir successive. Oui, alors je sais pas du tout si on était là pour parler de ça, mais enfin, c'est pas grave. On parle plus d'islam que d'autres choses, mais moi ça me passionne. Mais avec une vraie problématique, à mon sens, dans l'islam, qui est que il n'y a pas d'autorité en fait spirituelle. Il n'y a pas un pape, il n'y a pas Vatican II, il n'y a pas un grand rabbin. Et en fait, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas d'épiscopat. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, du coup, ça devient la religion du pouvoir. Et du coup, tout le monde peut. Il y a des imams TikTok. Il y a le Maroc, oui, c'est vrai, j'ai raison, surtout sur TikTok. Mais le Maroc, par exemple, le roi du Maroc est le commandeur des croyants. Ah non, mais ça, c'était le coup de génie. Oui, c'est une réalité qui peut aider partout dans le monde. C'est le génie. Donc, effectivement, lui, il s'est décrété, en fait, commandeur des croyants. Et alors là, ça lui donne une légitimité. Et effectivement, suffisante pour influer, pour orienter l'islam. Et au Maroc, c'est les imams sont obligés de donner leur sermon, c'est-à-dire c'est ce qu'on faisait en France d'ailleurs au tout début, pour être validés par la cour en fait, par le ministère de l'Intérieur. Pour vérifier que c'est bien conforme, que c'est pas islamiste, etc. De la même manière qu'en 1905, la loi de 1905, ça passait par ce qui se passait dans les églises. Et il y a une disposition pénale qui est toujours valable aujourd'hui, qui interdit dans les lieux de culte d'avoir un discours qui serait anti-républicain. Et c'est dans la loi de 1905. En tout cas, c'est jamais dans les synagogues qu'on le trouvera. Non, ça c'est sûr, mais et ça devrait être appliqué plus souvent. Ce qui est passionnant, c'est que en 29, nous célébrerons les 200 ans de la création de l'école rabbinique à Metz, 1829. L'école rabbinique, sa vocation, assumée, revendiquée, c'est apprendre aux rabbins français à parler français, à faire leurs sermons en français, plus en yiddish pour les uns, plus en alsacien pour les autres, plus en langue vernaculaire locale juive. Je
pense aux Juifs de Bayonne, aux Juifs du Comtat Vénessin, en français. Et c'est la vocation. C'est-à-dire qu'au fond, quand on épouse le rêve républicain, on retrouve ce qui est le cœur du judaïsme, puisque le judaïsme nous dit on peut prier en hébreu ou la langue du pays. C'est intéressant que par les voies de la République, on retrouve l'essence du judaïsme. Ça me passionne. Mais par ailleurs, il faut bien... Alors, en fait, le rapport des Juifs avec la laïcité, c'est un rapport amoureux. Parce qu'en réalité, la laïcité, ça protège d'abord les minorités. Donc ça, c'est pour ça. C'était les protestants, les Juifs au début. Oui, c'est la raison pour laquelle les premiers défenseurs de la laïcité ont toujours été les Juifs et les protestants dans ce pays-là. Il y a quelque chose, et les femmes musulmanes parfois sont très en défense et en première ligne de la laïcité, parce que c'est elles qui en bénéficient. Ce sont les minorités face à la religion majoritaire. Est-ce que tu te sens seul? À part Abnou, Sophia Aram, quelques-unes. Bien sûr. Avec toi, vous êtes seul quand même sur... On est un peu seul. On est un peu seul, et effectivement, il y a un mouvement de l'islam qui va pas dans le bon sens. Et ça, faut regarder les choses en face. Tu l'as dit. Les grands-parents et les parents étaient plus laïcs que ne le sont les enfants, parce que, alors que chez les enfants, il y a une méconnaissance en réalité totale de l'islam, de leur religion. Mais c'est identitaire. Et quand vous transformez une religion en identité, alors là, ça s'applique à tout le monde, c'est un problème. On est plus que ça. On ne peut pas se définir. Sauf quand c'est uniquement tourné vers soi. Si moi, je décide de faire plein de trucs en plus, mais que je te les impose pas. Bien sûr. Ça, oui, mais tu ne te définis pas que comme étant juif. Tu es un homme et pas une femme. Tu as... Français. Voilà. Mais on est plein de choses, en Aviateur. fait. Et alors, voilà, la religion je comprends que la religion juive puisse prendre beaucoup de place. Et en réalité, chez moi aussi, d'une autre manière, c'est ma culture. Tu le reconnais? Mais bien sûr. Ah, ça va. Je suis un juif athée, mais je suis juif. Voilà. Reprends un bonbon. C'est moi qui vais reprendre un bonbon, là. C'est culturel, voilà. Mais ce mouvement-là de transformation, pour certains, d'une religion en spiritualité, en culture, de distance par rapport à sa religion, de dialogue avec sa religion. Je ne veux pas te ramener à une pratique, tu fais comme tu veux et tu es formidable. Et puis ce que tu fais à ta façon, c'est une sacralisation du nom de Dieu, c'est-à-dire c'est un honneur pour le judaïsme que tu portes ces idées dans la République. Mais quand même, dans une société comme la nôtre en France, et c'est peut-être je ne dirais pas la faille, mais le constat que je fais dans tes livres, à trop vouloir laïque, on n'est jamais assez laïque, mais à risquer de pencher du côté de l'athéisme, c'est-à-dire de déritualiser la société. La société est obligée de se trouver d'autres rituels, parce qu'il n'y a jamais une société sans rituel, on le sait depuis Durkheim. Et donc, ces autres rituels sont des rituels d'engagement dans des projets complètement barges, de négation de la République, de destruction, toute la violence qu'on peut voir, toutes ces passions antisémites. Et que quand des gens hurlent, je sais pas moi, pour la Palestine, du fleuve à la mer, c'est une forme d'engagement qui remplace un autre type d'engagement. Et si on avait des rites républicains assez forts, on pourrait lutter contre ça. Mais c'est exactement ma réflexion, et c'est pourquoi j'ai été demandé à Voltaire qu'est-ce qu'il y avait après la religion, parce qu'il ne peut pas rien avoir. Et les révolutionnaires l'avaient très bien compris. Quand Robespierre instaure le culte de l'être suprême, c'est parce qu'il se dit, bon, alors je combats le christianisme, mais il faut que je mette quelque chose à la place, sinon ça ne marche pas. Il faut une transcendance, il faut un plus grand que soi. Alors pour d'autres, c'était le culte de la raison, pour les hébertistes. Ouais. Et puis après, Auguste Comte, c'était qui voulait d'ailleurs transformer le positivisme en véritable religion. Donc c'était l'humanisme. Comme on l'a en Belgique. Tu sais qu'en Belgique, il y a des aumôniers laïcs. Mais bien sûr, et c'est considéré comme un culte, en fait, la laïcité. Tu peux financer par tes impôts. Donc je suis complètement d'accord avec toi. On a besoin d'un sens. On a besoin d'un plus grand que soi. Et donc de rites. Et de rites. Et c'est pour ça que le Panthéon a été fait.
c'est une église C'est de la triche. républicaine. C'est de la triche. Mais oui, mais si tu veux... Non, c'est de la triche. Je vais vous dire pourquoi c'est de la triche. Parce qu'en fait, c'est Louis XV qui construit le Panthéon quand il est... Ça devait être une synagogue, en fait. Bah oui, parce que c'est un rabbin, c'est un docteur juif qui le sauve. Oui. Si ça avait été une synagogue, le Panthéon serait une ancienne synagogue aujourd'hui. Formidable. J'aurais ma chair, ma place. Formidable. Parce que, en fait, Louis XV est en campagne militaire à Metz, il tombe très, très, très gravement malade. En 1744. Il est au bord de la mort, les médecins arrivent trois pas à fois, le soigner. 3 fois, il a l'extrême onction. On lui fait des saignées, évidemment. Ouais, on le tue. Pas trop. Ouais. Et puis, on désespoir de cause. Et lui, donc, il dit, mais si j'en réchappe, je ferai construire une église, une basilique sur la plus haute montagne de Paris, donc, et je la dédierai à Sainte-Geneviève. Et en désespoir de cause, ils font venir un médecin juif de Metz et il le soigne en 3 jours. Et donc, en réalité, c'est pas une église qu'il aurait dû construire, c'est une synagogue. Mais on n'a jamais dit que c'était un médecin juif qui l'a sauvé. Donc, on a été chercher un médecin de garnison, parce que ça pouvait pas être un juif qui a sauvé le roi très chrétien. Et on a dispensé quand même ce médecin d'impôt pendant 1 année. Ça, c'est bien. Voilà, je ne sais plus de quoi en parler, mais vous avez peut-être plein de questions à nous poser. Oui, tu veux. Écoutez, on se donne maintenant vraiment bravo, Richard, c'est formidable. Vous voyez, à sa façon, il fait du Talmud parce qu'il interprète les textes et je trouve que c'est passionnant. Écoutez, on va maintenant rentrer dans la phase des questions. On se donne un quart d'heure pour les questions. Et les questions aussi, et les questions du Zoom. Il y a 2 mains déjà levées, on commence. Vas-y. Bonjour Chaim, bonjour Richard. Donc moi je suis de Nous Vivrons, je me présente du collectif Nous Vivrons. Et ce qui m'intéressait aussi de vous poser la question à tous les deux sur l'antisémitisme et une question qui me taraude, c'est le lien avec le débat d'aujourd'hui sur universalisme et racialisation. Et est-ce que nous, on a la place, nous, dans cette nouvelle France qui est portée par certains, autour de cette logique de la racialisation des racisés. Et quelle est la place des Juifs dans les racisés? C'est Farad ou Ashkenaz? Bravo, c'est une bonne question. Il n'y a qu'une France. Je ne sais pas ce que tu penses, mais il n'y a qu'une France. Et comment l'antisémitisme vient rentrer dans ce débat universalité, puisqu'il est mis à mal de plus en plus, il est de plus en plus questionné par les sociologues. C'est souvent via la sociologie qu'elle est remise en cause. En fait, c'est exactement comme la laïcité. C'est-à-dire qu'on a discrédité la laïcité, puis la liberté d'expression, puis l'universalisme, qui serait un instrument de colon, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que l'universalisme? C'est précisément de se voir au travers de ce qui fait que nous nous ressemblons, et pas de nous voir au travers de nos différences. Donc c'est une utopie merveilleuse. Je sais même pas, je comprends même pas. Parce que si je ne vois que vos différences, comment on fait pour faire pour faire société? Et puis chacun va s'arc-bouter, c'est ce qui se passe aujourd'hui, sur ces différences. Et puis on va plus se reconnaître dans cette même condition humaine qui nous réunit à 99%. Et donc c'est un instrument de paix, l'universalisme. Et c'est et aujourd'hui, moi, ça fait des décennies qu'on me dit, oui, mais regardez, dans les sociétés communautaristes, en Angleterre, ça marche 1000 fois mieux que chez vous, il n'y a pas de problème, tout le monde fait ce qu'il veut, et ça marche mieux que la laïcité et que l'universalisme. Oui, mais là, on voit... Alors, c'est vrai que pendant un temps, c'est moins de problèmes. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Mais ça veut dire une société où on ne se mélange pas, en fait, où on vit côte à côte, enfermé dans sa communauté. Et quand arrive le 7 octobre, là, ils sont bien dans la merde en Angleterre. Et là, la situation là-bas est bien pire que chez nous, où la laïcité nous a quand même un peu protégés. Et vous entendez dans les manifestations en Angleterre, c'est horrible, c'est monstrueux. C'est de la haine et de la violence à l'état pur. On n'a pas ça en France. Et c'est vrai ce que tu dis, ce que disait Chaim, c'est-à-dire que dans une société où il n'y a plus trop de sens, où il y a plus de religion, il n'y a plus de communisme, parce que on a adhéré au communisme comme aux religions. Il n'y a plus l'Europe, ça fait plus rêver. Effectivement, pour une partie de la jeunesse, le plus grand que soit, ça devient du Jourdain, de la mer au Jourdain. C'est inquiétant. Mais si on ne fournit pas un autre
idéal. Contre-discours, en fait. Oui. Et un contre-discours, un contre-idéal. Et si ça vient de la sociologie, c'est parce que c'est tout le wokisme américain qui a phagocyté les universités américaines parce qu'elles sont payées et qui a instillé quelque chose de cette logique dans nos universités. Regardez comment c'est dans le monde universitaire qu'on a les positions, les prises de position les plus stupéfiantes. Et encore, je suis gentil. Mais je te parle en France. D'abord, je voudrais remercier les deux personnes ici présentes de nous laisser intervenir dans leur dialogue amical. Et ensuite, tout à l'heure, Richard Malka a parlé de cette jeune fille voilée qui était venue lui acheter un livre. Et il a dit que cette jeune fille était rougissante. Et je voudrais savoir comment il a vu qu'elle était rougissante puisqu'elle était voilée. C'est un coup bas, ça. Il y a différentes sortes de voiles. Il y en a qui laissent apparaître le visage. Mais oui, pardon. Je Oui, reconnais votre ton question. espièglerie. Cette question, elle est essentielle. Ça prouve qu'il y a une différence essentielle entre la burqa, qui ne laisse pas percevoir les émotions du visage, qui sont toujours une façon d'entrer en interaction avec l'autre, et un foulard qui permet au visage d'exister. Parce que quand vous voyez une bonne sœur dans la rue, elle a aussi un foulard, un voile, une cornette, ou ce que vous voulez. Mais on lit ses émotions sur le visage. Et en général, c'est de la bonté. Donc c'est formidable. Donc tu vois, il y a une différence. C'est pour ça que je t'ai pas laissé dire que la grand-mère portait le voile. Non, elle portait le foulard. C'est pas la même chose. Bon, bonsoir, monsieur le grand rabbin, bonsoir, maître Malka. Dans votre conversation avec Voltaire, dans votre livre Après Dieu, vous citez vous citez Ferdinand Buisson, le père fondateur de la loi de 1905, et qui dit, je cite, il existe une condition économique à la laïcité, et à la fois laïque, qui repose sur 3 piliers, la morale, l'art et la science. En quelque sorte, l'éducation, si on résumait. Est-ce que vous ne pensez pas, ma question est la suivante, que depuis l'affaire de Creil, et c'est peut-être mon petit côté ashkénaze, mais ça doit être le seul, on a échoué, et Elisabeth Badinter, que vous connaissez très bien, l'a dit elle-même, on a échoué depuis cette loi, depuis cette affaire, parce qu'on a échoué au niveau de l'éducation. Creil, c'était en 1989 et Elisabeth Badinter réclamait le droit d'être différent de ses différences. C'est ça l'universalisme, en fait. C'est de pouvoir naître dans un univers musulman ou juif ou chrétien et puis de décider qu'on ne l'est plus. Voilà. C'est ça la liberté. Et c'est possible chez les chrétiens, chez les juifs. Ça cause quelques problèmes, éventuellement, mais c'est tout à fait possible. Chez les musulmans, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que quand vous décidez de ça, vous devez à peu près vous couper de tout. C'est très complexe. Et pour ceux qui le font, et j'en connais, c'est vraiment douloureux. C'est une amputation de son milieu, de là où on est né, de sa famille, souvent. Bon. Dans Creil, c'est en 1989, la loi, c'est en 2004. 15 ans de perdu. Et ça, c'est terrible. Effectivement, on a perdu un temps précieux. On a arrêté de transmettre les valeurs laïques parce que c'était gagné. Voilà, moi, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas de sujet, donc je ne savais pas ce que c'était. Après, il a fallu reformer des gens. En fait, on ne l'a fait que sous Blanquer. Donc, c'est des décennies de perdus pendant lesquelles le discours prosélyte, lui, a avancé et le discours politique et le discours identitaire, et le discours, le pire de tous, le discours victimaire. Oui, bonsoir, j'ai une question. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme ? Et comment argumenter quand on est attaqué tous les jours d'être un juif qui défend Israël et qu'on nous... Évidemment, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Ça a été affirmé la première fois, officiellement, par le président de la République le 17 juillet 2017. Au Veldiv, le président avait invité le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et dans son discours au Veldiv, il avait dit que l'antisionisme était
un antisémitisme avec les mêmes mots, les mêmes personnes et les mêmes haines. La définition de l'IHRA, qui est l'Association internationale de lutte pour la mémoire de la Shoah, a fait valider, et ça a été entériné par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat, l'Assemblée, par la France, globalement, la mairie de Paris a même fait un vote officiel pour le redire. L'antisionisme est clairement un antisémitisme. Et c'est d'ailleurs le but de la loi Yadan, du projet de loi Yadan, qui consistait à dire, si on n'aime pas Maduro, bon, vous et moi, on ne peut pas l'enlever, mais on dit on n'aime pas Maduro, mais on n'a rien contre le Venezuela. Caracas, c'est une belle ville, vous aimez ça, voilà, point. En revanche, jamais personne veut éliminer le Venezuela. Personne. Vous n'aimez pas Cuba, vous dites pas je vais rayer la Havane. Vous dites le pouvoir à Cuba est insupportable, vous n'aimez pas le pouvoir des mollahs, ou plutôt des gardiens de la Révolution, vous dites pas je vais raser Ispahan, on va raser on va éliminer l'Iran et on va agrandir, je sais pas moi, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, on va agrandir tout, on efface l'Iran. Personne ne dit ça. Israël, c'est le seul pays au monde, où on dit, c'est le pays qu'on veut pas. C'est-à-dire que c'est pas la politique de tel ou tel, parce qu'on a l'impression que les gens vous disent avant Netanyahou, j'ai pas l'impression que Rabin avait des groupes de fans et des fan clubs partout en Europe chez les ultra-islamistes. J'ai pas le sentiment non plus que Ehud Barak, dont on dit qu'il était prêt à céder sur ta ou telle chose, j'ai pas l'impression que les Palestiniens faisaient des statues à Ehud Barak et mettaient des petits cadeaux en bas de la statue d'Ehud Barak. Donc faut arrêter de me dire... D'ailleurs, il faut arrêter de me dire aussi que c'est Israël qui a créé l'antisémitisme, parce que, si j'ai bonne mémoire, il y a quand même eu quelques périodes antisémites avant la création de l'État d'Israël. Enfin, cela reste peut-être à démontrer, mais j'ai pas le sentiment que, je sais pas moi, Léon Daudet, ou que Maurras, ou que l'auteur Drummond, l'auteur de La France juive, ait attendu 48 pour baver leur haine antisémite virulente. Vous voyez bien que, l'argument de dire c'est Israël qui a causé l'antisémitisme, c'est nullissime. Et l'argument de dire on a le droit de critiquer la politique israélienne, ce serait vrai si j'avais des gens qui, quand c'est pas tel parti au pouvoir, diraient c'est formidable, il faut les aider à défendre ce qu'ils sont. Objectivement, ça a marché, par exemple, pour nous en France, où, quand c'était plutôt un pouvoir de gauche en Israël, la gauche était plutôt pro-israélienne, mais jusqu'à un certain moment. Après, ça a basculé complètement. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'antisionisme, et surtout quand il est porté par des fous furieux sous prétexte qu'ils ont des écharpes bleu, blanc, rouge et qui hurlent leur haine et dans les manifestations et à l'Assemblée, c'est pas parce que quelqu'un a une écharpe que ce qu'il dit est moins grave que... Et d'ailleurs, il y a pas mal de procédures, je ne sais pas si tu es partie prenante de ces procédures, avec des articles 40 pour apologie du terrorisme, mais il y a quand même un moment où ce qui est dit par les uns ou les autres a un sens et doit être poursuivi. Après, on nous dit non, c'est pas exactement ce qu'ils ont dit, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Bon, voilà, c'est la justice. En même temps, il faut remarquer que la justice interprète les choses comme elle veut, puisque la justice est capable de dire, dans une magnifique schizophrénie, que il y a deux bonhommes qui ont coupé à la tronçonneuse l'arbre d'Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine, mais c'était pas antisémite. C'est-à-dire que moi, je peux pas vraiment juger ça, parce que moi, je me balade jamais avec une tronçonneuse sur moi, vous voyez, pour couper un arbre. Quand je vois un arbre, je coupe un arbre. Mais je peux pas vous dire, donc je peux pas vraiment comprendre la situation. Mais en gros, il y a des magistrats, et en appel en plus, qui ont convenu que c'était pas bien, et on les a condamnés, mais pas pour antisémitisme. Je me dis quand même, la défense de la nature, elle va loin. Voilà. Non, pas du tout. C'est sur le fait que c'était pas antisémite. J'en sais rien. Je me dis quand même qu'ils n'ont pas tapé cet arbre au hasard. Oui, monsieur le grand rabbin, s'il vous plaît, depuis le début de cette histoire de couvre-chef féminin, il me semble, et je me pose la question, et je n'ai pas encore entendu de réponse à cette question, il me semble que qu'il n'est question que d'éthique républicaine. Un citoyen, une citoyenne a des droits et des devoirs, et constamment,
doit répondre de ce qu'il fait. Point. Donc, elle est responsable, donc doit avoir le visage découvert. Et je n'ai pas compris qu'on en fasse une question de religion. Parce, encore que, je finis juste avec ça, encore que le foulard, le simple foulard de soie, le carré de soie plié en deux que portait la reine d'Angleterre jusqu'à la fin de sa vie, je ne vois pas pourquoi ça fait une histoire. Par contre... Ça n'a jamais fait d'histoire. Vous avez raison. Ça n'a et, jamais fait et- d'histoire. et les gamines kabyles à l'école, leur visage était découvert, ça n'a jamais fait de question. Non, il n'y a jamais d'histoire sur le visage découvert. C'est la distinction Voilà. que je proposais à Richard Malka tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que sur la loi qui oblige à avoir un visage découvert, on avait dit, par exemple, on ne peut pas rentrer dans certains endroits avec un casque moto. Je vous rassure que le casque moto, il n'a pas une obédience religieuse. Il y a des casques juifs, des casques ashkénazes, des casques... Il n'y a pas. Et donc, en fait, on a dit, toute chose égale par ailleurs, on doit pouvoir voir le visage de l'autre. C'est un principe, au fond, philosophique, qui n'est même pas lié à la laïcité, qui est lié au respect d'une habitus dans la société qui fait que je dois pouvoir interagir avec l'autre. Pour cela, je dois le voir. Voilà. Alors, ça, pour le coup, l'interdiction d'avoir une burqa, en fait, ça, pour le coup, c'est pas du tout assis sur des considérations religieuses. C'est assis sur des considérations d'ordre public, de sécurité. On doit pouvoir voir le visage de la personne. Mais effectivement, c'est aussi philosophique. Vous n'allez pas vers quelqu'un qui a le visage caché. Vous n'allez pas vers lui. Vous n'allez jamais lui parler. Vous n'allez pas échanger avec lui. Donc Sauf Zorro. c'est du séparatisme violent, en fait. Bonjour, je m'appelle Margot, moi j'habite en Israël. J'ai fait mon alia il y a quasiment 2 ans et j'ai fait mon alia à peu près 6 mois après le 7 octobre. Et depuis que je suis partie, j'ai observé un peu de loin la France et j'ai observé 2 mouvements. Le premier, c'est que les juifs qui restent se cachent de plus en plus. J'entends mes parents dire juif en chuchotant au restaurant. Genre, je vois mes copines changer leur nom de famille sur des applications comme Uber. Et je vois des juifs de ma génération qui partent de plus en plus, ou en tout cas qui ont toujours un plan B, qui préparent le départ. Ce qui est un peu triste parce que la plupart des jeunes de ma génération, moi j'ai la trentaine d'années, c'est la première génération qui est née en France. Mes parents, par exemple, ne sont pas nés en France. Donc la question que je vais vous poser, elle est un peu brute, mais vous pensez qu'il y a un avenir pour les juifs en France? Ils sont nés où, vos parents? En Tunisie. Ouais. Alors d'abord, en Tunisie aussi, il y avait des Français, des Juifs français. En Algérie, c'était français. En Tunisie, il y en avait aussi. Et c'est vrai que ça change la perspective. Vous avez raison, c'est très juste. Il y a une génération qui est née en France, et là, la suivante, elle envisage de partir. Pour moi, c'est simple. C'est corrélé. L'avenir de la France est corrélé à l'avenir des Juifs. C'est-à-dire que si il y a un avenir, et moi je pense, parce que je sais qu'il y a un avenir en France, et je vais vous dire, je le tiens de mes textes. Les textes des Maximes des Pères disent « Ne crois dans le pouvoir que si ses intérêts sont convergents. » C'est-à-dire, la République a compris que ses ennemis sont nos ennemis. Et donc, je sais que la République se défendra contre ses ennemis, que ce faisant, elle rétablira ce principe lumineux qu'est la laïcité et qui est le rejet du séparatisme. En ce moment, les parlementaires sont en train de travailler sur une évolution de la loi de 2021 sur le séparatisme, d'août 21 sur le séparatisme, parce qu'on s'est rendu compte que, comme toute loi, certains, les méchants, arrivent à la contourner. Donc on va mettre maintenant de nouvelles propositions de loi, je ne sais pas si tu as suivi ça. C'est passionnant parce qu'on va rentrer dans le détail technique pour faire en sorte qu'une association soit obligée de justifier ce qu'elle fait. Quand on nous raconte que c'est une association, je sais pas moi, de football et de boxe thaï, la réalité, c'est pas forcément que du football et que de la boxe thaï. Donc, en fait, on va contrôler les financements qui rentrent et les financements qui sortent. On va contrôler beaucoup plus ce qui se fait. Alors c'est vrai que, comme dégâts collatéraux, nous sommes aussi beaucoup plus contrôlés. Moi, j'ai confiance dans ça parce que sinon, c'est toute la France qui s'écroule. Donc, il n'y aura pas... Si on imagine qu'il n'y a pas d'avenir pour les Juifs, c'est qu'on imagine qu'il n'y a plus d'avenir pour la France. Or, la France s'est relevée
de tels traumatismes et de telles catastrophes qu'elle a toujours démontré une sorte de force. Alors j'ai une vision quasi biblique, moi, de ce qu'est la France, parce qu'elle a comme triptyque la liberté, l'égalité et la fraternité. Et que le principe de fraternité permet de faire face. C'est la devise de Guynemer, faire face. Et Guynemer, c'est le plus grand pilote qu'on ait pu avoir en Première Guerre mondiale. Et faire face, c'est être capable, en fait, d'être unis et faire face ensemble. Et je crois que face aux grands défis qui se présentent devant nous, qui sont les défis de la mondialisation, les défis de la violence, les défis que Richard Malka soulignait tout à l'heure avec une justesse très, très, très pointue, le risque du séparatisme, je dirais plutôt de l'hyperpolarisation de toutes nos sociétés, qui fait que je ne supporte plus d'être à côté de quelqu'un qui pense différemment de moi. Alors qu'avant, on aimait bien discuter, échanger, ça fait partie du rituel français du débat. Maintenant, on veut surtout plus débattre. Regardez, c'est le phénomène typique du résultat des réseaux sociaux qui font qu'on est enfermé par l'algorithme avec des gens qui pensent comme nous. Et donc, il n'y a plus ce débat. Et donc, quiconque pense différemment est une agression. Et donc, on polarise la société au point que je ne lis, je ne vois, je ne rencontre que des gens qui pensent comme moi. Ce qui appauvrit le système, mais qui le rend encore plus violent. Donc, on va, de mon point de vue, on va retrouver, je ne sais pas comment, mais on va le faire, cette façon de concevoir le rapport à l'autre et cette façon de réenchanter le principe républicain de laïcité. Et là, on sera au top. Alors, bravo pour... J'ai encore une toute petite question. Merci à vous deux, bien sûr. Et ma petite question tient au mot de passion que vous avez employé dans le titre de votre livre, Richard Malka. Cette passion antisémite. Bon, l'expérience que j'ai, c'est la lecture du Coran, comme vous, un jour, en 2015, comme par hasard. Eh bien, cette lecture m'a complètement exténué. J'étais épuisé de lire ça. Et je me disais, mais comment est-ce qu'il n'y a pas encore plus d'assassins, encore plus de criminels, pardon pour cette question un peu provocatrice, mais le Coran, c'est à chaque page un appel au meurtre, ou à toutes les 2 pages, disons. Regardez, Voilà. je vais pas que je vais vous contredire complètement, mais je vais vous dire, si je laissais quelqu'un lire la Bible sans les commentaires, franchement, il pourrait me dire la même chose. Il y a par exemple dans la Bible, si un enfant est rebelle, glouton, et il désobéit à ses parents le prendront, l'amèneront chez les juges, ils diront « Benenouzé, sorère ou moré, ce fils-là, c'est rebelle, on le prendra, on le lapidera, il n'y en a plus un qui bronchera. » C'est ce qui a marqué à peu de choses près. Les commentaires disent « Ouais, mais ça n'a jamais existé. » Ça n'a jamais existé. Donc il faut aussi, je me méfie, même quand Richard a dit tout à l'heure, même si j'ai une immense admiration pour sa capacité à lire des textes, lire le Coran ou lire la Torah sans les commentaires de Rachi, les commentaires de Maïmonide, les commentaires de Nachmanide, les commentaires du Talmud derrière. Talmud, ah oui. Du Talmud, qui permettent de contextualiser. Vous vous rendez compte, on dit on va tuer quelqu'un, ou regardez le nombre de peines de mort, celui-là, il prend ça, tac, on le tue, on le lapide. Oh, le Talmud dit, un tribunal qui tue quelqu'un une fois tous les 70 ans est un tribunal de meurtrier. Ça pondère un peu, vous voyez. Alors, Mais non, mais je suis complètement d'accord. Pardon, Richard. Oui, dans le Coran, ne lisez pas le Coran dans le texte, lisez aussi les commentaires. Prenez par exemple, paix à son âme, mon ami Malek Chebel avait fait un apparat critique du Coran extraordinaire. Donc, ce que je revendique pour la Torah, il faut le proposer pour le Coran et pour les évangiles aussi. Alors là, pour le coup, les évangiles, ça, des 3 textes, c'est le moins belliqueux, clairement. Mais c'est normal. Alors, par rapport au judaïsme, c'est normal, puisqu'il est postérieur de beaucoup. C'est aussi, ce sont des textes qui sont en écho avec les mœurs de la société. Sur le Coran, c'est pas tout à fait vrai. Il y a 2 Corans, le Coran de Médine, où là, il cherche à séduire. Il n'y a nulle contrainte en religion. C'est dans le Coran. Il y a des très beaux textes. Il y a des très beaux versets. Il y a un verset qui dit mais qui tu es, toi, pour vouloir convaincre tout le monde de croire, alors que moi, Dieu, je n'ai pas fait en sorte que tout le monde croie.
Donc c'est bien que j'ai accepté qu'il y ait des croyances différentes. Donc il y a vraiment dans le Coran, c'est complet. Et puis ensuite, il y a le Coran de la Mecque qui, lui, est très belliqueux. Et il a été considéré que le Coran belliqueux devait prévaloir sur le Coran pacifique. Mais néanmoins, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que, comme tu l'as dit, si on regarde la Torah qui a été écrite 1000 ans auparavant, c'est beaucoup plus violent en réalité. Le blasphème dans la Torah, c'est puni de mort, pas dans le Coran. Mais la Torah, après, on a dit, ah oui, mais il faut qu'il y ait, je ne sais plus combien, 8 témoignages exactement avec les mêmes mots pour que l'on puisse considérer qu'il y a blasphème. Et puis, il faut que le nom de Dieu qui ait été blasphémé, c'est le nom, alors j'ai jamais compris, un nom imprononçable, C'est imprononçable. donc, voilà. Que personne ne connaissait. Donc, voilà. en fait, les conditions qui ont été posées sont absolument C'est comme les Monty impossibles à Python. remplir. C'est comme Donc, les Monty faut Python. pas Tu connais les Monty s'arrêter. Python? C'est pas possible d'avoir un débat sérieux avec toi. Mais quoi, les Monty Python? C'est la base, les Monty Python. Quand il ne doit pas dire Ah oui. tu diras avec la Sainte Grenade Ah oui. et tout. Et donc, le texte d'origine n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est le problème de l'islam, c'est qu'on considère que le Coran est incréé. C'est-à-dire qu'il descend directement de Dieu, sans passer par l'intermédiation de Mahomet, qui n'est qu'un homme. Et que donc, étant incréé, il ne peut pas être discuté. Et donc, il est figé. Et que donc, il ne peut pas y avoir de commentaires. Et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est fini. On est dans la régression totale. Si vous prenez la Torah initiale, mais on tue tout le monde. Calme-toi, calme-toi. On tue pas tout le monde. Non, mais c'est hyper violent. C'est extrêmement violent. Il y a une spécificité, par ailleurs, du Coran, qui est qu'effectivement, il n'y a pas la Genèse. Ce ne sont que des commandements. C'est ça qui m'a frappé, moi, quand j'ai lu le texte. En fait, c'est un code pénal. C'est fais ci, fais ça, et puis si tu fais pas ça, tu auras tel châtiment. Qui sont d'ailleurs, en général, des châtiments eschatologiques. C'est Dieu qui punit au ciel, c'est pas les hommes. À part dans un ou deux versets. Mais donc, il y a, si vous ne commentez pas un texte, alors vous tombez dans l'idolâtrie, en fait. Une question pour le grand rabbin de France et une question pour Maître Malka. Vous avez deux questions, effectivement. Vous avez beaucoup parlé, monsieur le grand rabbin, de la non-évolution de l'islam. Est-ce qu'on peut considérer que la halakha de la communauté juive a évolué? La question pour Maître Malka, je vous avais posé une question dans notre bureau là-haut en vous disant que les membres de la communauté juive se posaient la question et où je peux aller ailleurs que la France. Vous m'avez donné une réponse, je veux savoir si c'est la même. Alors, je ne me rappelle plus quelle était ma réponse, mais ça, je vais répondre à la dame de tout à l'heure en même temps. Oui, j'ai conscience que c'est dur aujourd'hui pour des étudiants juifs d'aller à l'université, pour des lycéens. Moi, je ne le ressens pas, parce que voilà, dans mon milieu à Paris et dans ma tranche d'âge, je ne ressens pas ça. Mais je sais que c'est dur. Et je sais l'explosion de l'antisémitisme. Mais vous allez aller où ? C'est partout pareil. C'est partout pareil dans le monde. C'est pire dans certains pays, dans beaucoup de pays européens. Aux États-Unis, c'est pas mieux. Donc il reste Israël. C'est pas facile non plus, Israël comme société. Alors c'est pas les mêmes problèmes, mais c'est pas non plus totalement sécurisant. Et pour les jeunes en particulier. Donc battons-nous. Tout n'est pas perdu, loin de là. Il y a aussi des très belles choses. Il y a aussi des manifestations. Et je te rejoins, et c'est très juste ce que Raïm a dit sur la corrélation entre le sort des Juifs et le sort de la France. Il faut se battre, en fait. Effectivement, la parenthèse enchantée d'un antisémitisme qui n'était que d'extrême droite, donc assez honteux et assez marginal, c'est fini. C'est comme ça. Alors, on fait quoi ? On part dans un pays où la vie est c'est tout à fait respectable, mais tout le monde n'a pas envie de partir, et puis la vie n'est pas non plus très facile, ou alors on se bat, jusqu'au moment où on décidera que c'est foutu.
Et là, il faudra partir. Mais c'est pas foutu encore. Loin de là. Non, alors, la loi chez nous, la halakha, a toujours évolué. Elle tient compte des nouvelles considérations. Elle tient compte de l'adaptation des principes issus de la Torah. Et ces principes nous permettent de les adapter aux circonstances nouvelles. Et donc, en fait, la Torah a prévu, parce qu'elle est une parole divine, elle a prévu cela. Et donc, on est toujours up-to-date. Je dirais. Chaque génération arrive à trouver comment comprendre son monde dans les principes issus de la Torah. Ça s'appelle le Talmud pour l'époque, ça s'appelle ensuite les Rishonim, ça s'appelle le Shulchan Aruch, ça s'appelle tous les commentaires. Alors, beaucoup de questions sur la loi Yadan, mais comme vous y avez répondu, on n'y revient pas. Non, j'ai pas répondu sur la loi Yadan, mais juste pour... Richard avait peur qu'on lui pose une question sur la loi Yadan, j'ai dit on va la poser nous-mêmes, ça ira plus vite. C'est une très bonne initiative, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser cette spécificité qui vise Israël sans y répondre, parce que manifestement, il y a un vide dans nos textes de loi. S'il y avait une bonne volonté de tous, y compris des magistrats, il n'y aurait peut-être pas besoin, puisqu'il y a besoin d'écrire la loi, donc il faut que ça se fasse. L'Assemblée a décidé de réécrire ultérieurement pour apaiser les hurlements de Vierge effarouchée, de LFI en particulier, mais d'autres. Mais je pense, et je crois comprendre, que le gouvernement veut reprendre à son compte ce projet de faire ce qu'on a fait avec la loi Guesso. À la loi Guesso, ça a aussi hurlé à l'époque. Moralité, aujourd'hui, nous sommes un pays où on protège l'histoire, la mémoire de la Shoah grâce à la loi Guesso. Alors, une question de halakha, direct, donc de Francis Lévy. En quoi le port de la perruque chez la femme juive religieuse pour cacher ses cheveux aux autres hommes que son mari est-il une prescription de la Torah? Alors, ça c'est dans la Torah. C'est dans la Torah. Pour marquer d'ailleurs qu'elle ne doit pas cacher son visage, je vous le dis, sidéré du mimétisme de certains juifs, en l'occurrence certains juifs, de se balader avec un truc qui ressemble à une burqa. Il y en a quelques-uns, ou quelques-unes en l'occurrence, mais ça c'est un truc qui me dépasse. Il n'y a aucune base scripturaire. Aucune base scripturaire. En revanche, qu'une femme ait les cheveux couverts, la tête couverte, une fois qu'elle est mariée, c'est dans la halakha, évidemment, c'est tiré de la Torah, c'est à propos de la femme sota, et c'est parce que le verset dit on découvrira la femme, on en déduit qu'elle avait la tête couverte, mais on a toujours protégé la possibilité de voir son visage. Quel que soit le mode de couverture de la tête, on voit toujours le visage, ce qui est l'essentiel dans notre loi républicaine. Alors, de Muriel, justement, pourquoi la laïcité ne s'applique-t-elle pas aussi à l'université? Au vu des événements en France dans les universités, l'islam politique prend le pas sur la laïcité. La majorité ne me semble pas une raison valable pour autoriser le voile ou un autre signe distinct à l'université. Si, parce que quand on est majeur et que le principe, c'est qu'on s'habille comme on veut et que la République n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent s'habiller à partir du moment où le visage est visible. Mais alors, en fait, on ne fait que... c'est toujours les mêmes problèmes. En 1905, la question s'était posée à Aristide Briand et à Combes, lui qui était beaucoup plus radical et qui voulait interdire le port des soutanes. Voilà. Mais c'était rigolo, parce qu'il disait la soutane va influencer les gens pour voter. C'est sûr que dès qu'on se balade en soutane, tout le monde vote. Et Aristide Briand a dit non, on ne peut pas aller jusque-là. De toute façon, ça ne servira à rien. L'imagination conjuguée des hommes d'église et des couturiers fera qu'ils arriveront toujours à contourner l'interdiction en inventant des nouveaux habits. Mais c'est exactement pareil. Mettront une casquette, un bonnet, un signe distinctif, quel qu'il soit. Donc en fait, c'est des solutions. Alors là, et puis, il y aurait une véritable atteinte aux libertés. Pour le coup, notre boussole, ça doit rester la liberté. Bonsoir, merci beaucoup pour ce dialogue, en particulier sur la laïcité.
Vous avez aussi parlé de valeurs. Et la question, est-ce que dans votre discours, il n'est pas un peu angélique? Dans le sens où, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu un vrai changement de valeurs? Et quand on voit la jeunesse dans les banlieues, à Sciences Po, etc., en fait, ils ont des valeurs extrêmement différentes et ils les portent haut. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que le combat, nous, on est ici, je vois la moyenne d'âge, etc., on est 100% avec vous, mais on se parle entre nous. Est-ce que dans le vrai combat, est-ce qu'on est sûr qu'on va gagner? Je vois un ou deux méchants, là. Enfin, j'en vois... Non, ma question, c'est est-ce que vraiment la laïcité, c'est formidable, pardon, mais est-ce qu'on n'est pas en Richard, train un d'avoir instant. une défaite Après, tu finis, toi. pour la laïcité? Merci. Je veux juste vous répondre sur un point pour laisser la fin ultime à Richard Malka, qui était l'invité et que vraiment je veux profondément remercier pour sa disponibilité et pour le souffle d'espérance qu'il instille dans la vision que j'ai moi de la République. Ne dites pas Sciences Po. Parce que justement, on aurait pu considérer que c'était les territoires perdus de l'enseignement. Voilà, Sciences Po, c'est capoute. Comme par exemple, je sais pas, vous parlez de notre âge. Ma génération, Assas, c'était le GUD. Ouais. Et ben maintenant, en 22, ils ont fait l'élection présidentielle à Assas. Pour voir un peu. C'est Mélenchon qui a gagné. À Assas. Non, c'est pas rassurant, mais je vous dis, les choses changent. Les choses changent. Non, mais une seconde. Qui a dit que je m'en réjouis? Je m'en réjouis pas. Je dis simplement, les choses changent. Et Sciences Po, ça a changé. Il y a un nouveau directeur qui a dit maintenant, ça rigole plus. 10 minutes après qu'il y a le moindre début de manifestation pro-palestinienne, 10 minutes après, la police est là, fout tout le monde dehors, comme avant-hier, et la question est réglée. Et il n'y a plus d'occupation de Boutmi sans arrêt. Il n'y a plus. Ce qu'il y avait avant, pendant l'intérim, assuré par quelqu'un qui n'avait pas les pouvoirs réels du directeur, c'est plus le cas. Et donc, quand on marque la fermeté et des limites, alors on retrouve la capacité à échanger. Vous parlez de Sciences Po, je suis allé à Sciences Po Menton, qui est une antenne de Sciences Po Paris, dédiée au Moyen-Orient. Donc je n'avais pas que des amis, a priori. Je suis allé là-bas faire une conférence. Il y a une question qui m'a été posée sur Gaza. Elle a été applaudie. Et ma réponse, elle a été applaudie après. Donc en fait, moi, dès qu'on retrouve de la capacité d'échange et de discussion, parce que, en l'occurrence, sur Sciences Po, tous les Sciences Po, parce que c'est tous les Sciences Po de Paris avec les antennes, et il y a une fermeté qui a été décrétée et respectée, eh bien, on retrouve cette liberté que la République nous offre. Là aussi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est pas tout Sciences Po, loin de là. C'est 50 élèves sur près de 1000. Et c'est comme ça, en fait, dans toutes les universités. Il ne faut pas noircir le tableau. Oui, vous avez raison. Il y a une question générationnelle, ça c'est certain, sur toutes ces questions-là, et c'est indiscutable. Et c'est à l'université qu'il y a le plus de problèmes. Et c'est chez les profs qu'il y a vraiment un sujet à traiter, avec un renversement d'autorité. Et je pense que la loi d'autonomie des universités a été catastrophique en réalité, parce que maintenant, ce sont les associations et les syndicats étudiants qui font la loi et qui font peur aux profs et aux directions. Et là, il y a un vrai problème. L'université, c'est pas fait pour exercer la démocratie, l'université et l'école. C'est fait pour transmettre des connaissances. On est citoyen après l'école, après le collège, après le lycée, une fois qu'on a été formé pour être précisément émancipé et pour pouvoir raisonner. Mais moi, je vais, comme toi, dans les universités, et parfois difficiles, et en fait, l'immense majorité, elle est laïque, et elle est universaliste. Et puis, ils viennent me voir ensuite en me disant « Mais vous ne savez pas ce qu'on vit ici, c'est l'enfer. » Parce qu'effectivement, c'est les plus bruyants qui font la loi. Et on n'entend qu'eux. Puis les autres, ils ont juste envie d'étudier et puis de réussir leur examen. Donc, en gros, ils la ferment pour ne pas avoir de problème. Parce que c'est violent. Parce qu'après, ils sont dénoncés sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ils n'en pensent pas moins. Et donc, c'est eux qu'il faut aider. C'est eux qu'il faut leur montrer, il faut les inspirer. Il faut faire de la pédagogie. Il faut les convaincre aussi, parce que, en fait, quand on creuse un peu, ils n'y connaissent rien, y compris en particulier sur la question israélo-palestinienne. Ils sont complètement à l'ouest.
Donc, et quand on leur transmet de la connaissance et du savoir et de l'histoire, à l'Est, et ben ça va mieux. Et on arrive à en convaincre. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là aussi. Il ne faut pas abandonner, en fait. Il ne faut pas baisser les armes. Voilà. Si j'ai un truc à vous dire, c'est quelle que soit votre place, combattez. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Richard Malka. Merci beaucoup à Chaim Corsia.